Bonjour tout le monde. Le son semble bon. Comme je dis, moi, j'ai aucun contact avec vous pour l'instant. J'espère que vous voyez bien la présentation. Ça s'appelle la Wagilité en pleine action. Puis l'accent dont on parlait tantôt, c'est le mien. Moi, j'ai un accent. OK. Fait que, on va commencer. Je vais essayer de prendre à peu près 40-45 minutes maximum pour pouvoir faire la présentation. Puis après ça, pour pouvoir être un peu avec vous puis discuter de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est intéressant parce que dans le fond, le, le, le thème ok, de votre journée aujourd'hui, c'était comment faire de l'agile dans des environnements qui sont un peu hostiles. Et moi, j'ai tourné ça un petit peu à l'envers. Il dit comment, en fin de compte, rendre l'agilité moins hostile dans certains environnements. Et je vais partager avec vous une expérience que j'ai faite avec strictement des entreprises qui font des projets d'innovation, de développement de produits, hardware, software, toutes sortes de produits. Fait que ça, c'est moi avec mon violon chinois. Je joue du violon chinois dans mes formations, dans mes conférences aussi, mais je pense pas qu'on qu'on va faire ça ici maintenant. J'ai plusieurs années d'expérience. C'est déjà mon âge. Ça veut pas dire que je fais tout le temps des choses, que j'ai fait tout le temps des choses bien pendant ces 35 ans, 40 ans d'expérience, hein, mais comme n'importe qui essaie de faire de l'agilité, il y a fail early and fail very often. Et je suis allé à l'école comme tout le monde, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, moi, je suis un ingénieur chimiste, c'est de formation, et puis aussi j'ai un MBA. C'est sûr, pour faire quelque chose apparemment, c'est à la mode chez nous faire des MBA puis être des ingénieurs. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mon cours d'ingénierie, ça n'a rien à voir avec mon MBA, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, ok, en vivant puis en vivant de façon le plus agile possible dans plusieurs environnements. Chose importante, peut-être plus ou moins importante que vous pouvez apprendre de moi, c'est que ben, je viens beaucoup du domaine de la gestion de projet que vous dites traditionnel. On va revenir là-dessus. J'ai été le chef d'équipe pour la première édition du Standard for Portfolio Management, standard pour la gestion de portefeuille de projet. La première édition qui a été faite en 2006 pour PMI Montréal, pour PMI, excusez, international. Et ben, puis ça m'a pris 3 autres éditions pour faire changer ce qu'on avait mis là-dedans parce que on savait pas trop de quoi on parlait. Aussi, on m'a demandé en 2012 d'être subject matter expert pour un autre document du Project Management Institute qui s'appelle Implementing Organizational Project Management. Je pense que la chose la plus importante que vous devriez savoir sur moi, c'est la suivante. Je suis une crevette de Matane, donc moi, je suis né dans la Gaspésie, ok, dans l'estuaire du Saint-Laurent, le bras qu'on voit là, dans la province de Québec. Et comme beaucoup de mes semblables, ben, je suis venu m'installer à Montréal. À peu près les 2 tiers de la population du Québec sont alentour de Montréal et à Montréal. Apparemment, j'ai un accent de la Beauce. C'est quelqu'un de Québec qui m'avait dit ça, mais vous savez très bien que la Beauce dont je parle, c'est pas la Beauce chez vous. Et d'ailleurs, moi, j'habite dans un arrondissement, parce on s'est ramassé avec des arrondissements chez nous, un arrondissement qui s'appelle Anjou, ville d'Anjou. Ce que je pourrais dire de plus de moi aussi, ben là, actuellement, moi aussi, j'ai un polo rouge sur le dos, hein, et vous le voyez probablement, moi, je vois pas d'autre chose que mon écran. Et, euh, et bon, c'est le chandail du Canadien de Montréal. Hein, que je me suis fait faire pour moi avec mon nom à l'arrière, puis le numéro 9, hein, puis assistant. C'est le numéro de Maurice Richard, qui était un héros national pour nous, les Canadiens français, hein, dans les années 50, 60. Ça reflète un peu mon âge, hein, je vais avoir 68 ans. Mais je peux vous dire, pour les gens qui sont dans la salle, les jeunes X, les jeunes milléniaux ou Y dans la salle, moi, je considère que je suis un millénial, hein, ou un Y dans un corps de vieillard. Fait que, je pense que je m'entends très bien avec vous. La majorité des gens avec qui je travaille, puis que je forme, puis que je coach, c'est des générations Y et des jeunes X. Et on s'entend très bien. Et moi, je suis considéré par ma propre génération, les baby boomers, comme un emmerdeur. Moi, je préfère m'appeler un déviant positif. On essaye de changer la normale, parce que la normale, c'est un peu dur. On ne vous a pas laissé un monde extraordinaire pour pouvoir poursuivre le futur de l'humanité. Ça, c'est des clients avec lesquels je travaille un peu partout. Strock, c'est au Maroc. Je me suis promené pas mal dans le monde. J'ai des formations au Vietnam. J'ai travaillé aux Philippines. J'ai travaillé en Indonésie aussi, aux États-Unis, au Canada. Conférences aussi en Europe, en France, en Suède.
Et vraiment, mes interventions dans les organisations, d'abord, j'ai été pendant des années gestionnaire de projets moi-même, des projets d'envergure, comme le démarrage d'une aluminerie, hein, donc un projet de 2 milliards, le démarrage de 2 milliards d'euros. Hein, le démarrage d'une aluminerie, c'est à peu près 150 millions d'euros juste pour démarrer. Quand même, j'ai joué dans ce type de projet-là. Mais mon travail avec la majorité de mes clients maintenant, c'est de les aider vers une transformation organisationnelle, vers des cultures plus agiles, plus innovantes et collaboratives. Mais je suis dans un monde où, au niveau manufacturier, beaucoup de clients manufacturiers, et donc le type de produits qu'ils font, ben, c'est sûr qu'il y a du logiciel partout, hein, il y a des technologies de l'information partout, il y a des transformations numériques partout. Mais je vous parle d'entreprises qui vont produire des yogourts, des entreprises qui vont produire des ressorts pour les employages, des entreprises qui travaillent aussi un peu à l'international, bombardier aéronautique, euh, euh, bombardier, ceux qui font en fin de compte les sidous, les skidoo, puis c'est toutes ces choses-là que les gens aiment, les banques, les entreprises de transport urbain. J'ai beaucoup de clients à ce niveau-là aussi, dans les aéroports de Montréal. Ça, c'est le programme, en fin de compte, sur lequel que je vais partager avec vous. Je vais vous parler d'abord, peut-être ma vision à moi, c'est l'agilité aussi, c'est d'avoir différentes façons de penser, je crois. Hein. Et donc, je vais vous parler des vraies différences que je vois entre l'approche traditionnelle et l'approche agile. Je ne parle pas de méthodologie ici, je parle d'approche. Et à partir de là, en deuxième, je vais vous parler des différents types de méthodologies, agiles, cascades, hybrides, etc. Là, voir vous expliquer un peu comment je vois ça. Après ça, je vais faire un lien entre ce que je vais vous expliquer ou le type d'application. Donc, moi, c'est la agilité, hein, donc un mélange de waterfall ou cascade avec des méthodes agiles. Et je vais vous expliquer à partir du modèle Cinefin, puis aussi à partir, en fin de compte, du modèle de nos environnements d'affaires, là, qui sont des environnements plus ou moins volatiles, incertains, complexes et ambigus, donc les environnements VICA ou VUCA. Hein, et vous dire un peu où je me situe par rapport à ça, pourquoi c'est important, ce que je vais vous présenter. Et c'est comme n'importe quelle méthodologie ou n'importe quelle approche, ça ne s'applique pas partout. Ça fait que je vais vous dire où je pense que ça doit s'appliquer. À partir de là, je vais faire un petit retour sur ce que c'est la gestion de projet, celle dont on parle dans le Project Management Body of Knowledge, hein, le Project Management Institute, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Puis à la fin de cette petite présentation-là, donc je suis rendu au point 4, à la fin de cette petite présentation-là, je vais vous démontrer que la gestion de projet et l'agilité, c'est la même chose. Et donc, probablement un péché mortel. Hein? Et là, après ça, je vais vous parler, donc j'en ai pour à peu près 15-20 minutes à parler de ces choses-là. Après ça, je vais vous parler de la méthodologie que j'utilise dans les entreprises, surtout les entreprises manufacturières, pour faire du développement de nouveaux produits. Puis je vais vous parler de qui utilise ça, et à qui j'ai montré à faire ces choses-là. Je vais vous parler des résultats que ça donne aussi. Puis vers la fin, je vais revenir sur les vraies sources de l'agilité. Hein. L'agilité, il y a des méthodologies, mais les sources de l'agilité, c'est notre savoir-être, notre savoir-faire et notre savoir agir ensemble. Mais ça vient aussi, les sources de l'agilité aussi, ça vient avec les dirigeants d'entreprise. Je connais beaucoup de dirigeants d'entreprise qui lorsqu'ils parlent d'agilité, c'est à peu près tout ce qu'ils savent. Hein, le mot agile. Hein. Et ici, au Québec, il y a eu beaucoup d'implantations ou d'adoption de méthodes agiles dans beaucoup de ministères du gouvernement provincial ici. Et pour moi, c'est des flops monumentaux. Parce que ça n'a pas été considéré comme un changement culturel, parce qu'il y a un changement culturel qui vient avec ça. Et aussi, l'agilité, c'est pas pour tous les types d'environnements. Et après ça, je vais finir avec ma petite conclusion à moi, hein, conclusion d'un individu que j'appelle Clauda. Hein. C'est ma nature de Bouddha à moi. On a tous une nature de Bouddha. Hein. Et donc, j'ai une petite citation pour vous à la fin. Après ça, j'espère que je vais avoir du temps pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Ça me fait très plaisir d'être chez vous actuellement, même en distanciel. Je donne des formations au CESI de Toulouse. Et j'adore votre ville. Puis j'adore beaucoup Claude Nougaro.
Hein. Même lorsque je reste à Toulouse, je reste pas loin d'une station de métro où il y a l'hôtel de ville, puis où il y a la statue de Claude Nougaro, puis j'aime bien ça me faire photographier à côté de lui. Donc, première chose, c'est les vraies différences entre l'approche traditionnelle et l'approche agile. Souvent, on nous montre cette chose-là. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai pris sur l'Internet. Et souvent, on me dit qu'on ne peut pas mélanger les deux, que dans le fond, le monde de la gestion de projet traditionnelle, c'est le monde de la gestion de projet en cascade, ou ce que vous appelez waterfall, en bon français, hein, et ou les développements en V avec des séquences, ou moi, dans mon monde, dans le monde du développement de produits, on parle des processus étape porte, des processus stage gate, des processus en cascade. Avec une séquence. Et bon, beaucoup de personnes disent, en fin de compte, l'agile est là pour remplacer. Parce que les développements en cascade, ou parce que la méthode traditionnelle cascade, mais c'est pas agile du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que l'agilité, c'est qu'une question de méthode. L'agilité, d'abord et avant tout, c'est une question d'approche, une question de où on met l'importance dans nos projets. Donc, ce que je montre ici, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Il y a des choses plus ou moins vraies par rapport au cadenas. On dit, bon, parfait, traditionnel, on laisse les délais ouverts, on laisse les coûts ouverts, puis on veut rencontrer un scope. Hein, on veut rencontrer c'est un certain périmètre. Et c'est très, très, très important le temps. Mais dans beaucoup, beaucoup des projets de forme traditionnelle, le problème, c'est que le plan prend plus d'importance, la planification prend plus d'importance que la raison d'être du projet. Un projet, ça ne doit pas livrer une solution, ça doit livrer une intention. Hein, puis ça doit livrer la bonne intention pour pouvoir réaliser ce qu'on voulait faire avec. Un projet n'a aucune finalité en tant que tel. Un projet, c'est juste un outil. Et comme disait Eisenhower il y a très longtemps, le président Eisenhower, l'ancien général, il disait « The plan is nothing, planning is everything ». Donc, c'est bien intéressant le plan, mais dans un environnement qui est en changement permanent, ben, le plan, il n'y a pas grand chance de ne pas changer. Okay? Et ce qui est important, c'est de livrer la valeur. La valeur n'est pas associée au livrable du projet, la valeur est associée à l'utilisation des livrables. Ça, vous allez le reconnaître là-dedans, parce qu'on dit à la fin d'un Scrum ou à la fin d'un projet agile, ben, le test ultime, hein, c'est la confirmation par le client, le product owner, que effectivement, ce que je lui ai livré, ça fait le travail. Et dans un environnement traditionnel, le problème actuellement, c'est qu'on perd beaucoup de vue, le business case ou la raison d'être des projets. En cours de route, on s'en va, puis on s'en va faire des solutions, puis on en oublie en cours de route, pourquoi on est là. Et à la fin, c'est ce qu'on fait, c'est plutôt que d'avoir en fin de compte les délais ouverts, les coûts ouverts, on gèle les délais, on gèle les coûts, puis on se fout de la solution. La gestion de projet agile ou l'approche agile qu'on utilise depuis très, très longtemps. Vous savez, on parlait de manufacturing agile à la fin des années 70. Hein. Ça veut que, regarde, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire depuis longtemps. Hein. Je vais revenir sur ce que ça veut dire pour moi, ce mot-là. Mais l'approche agile, ce qui est important dans cette approche-là, lorsqu'on essaye de faire les choses, c'est ce qui drive ou ce qui nous anime, c'est la valeur. C'est la valeur des choses qu'on veut produire. Donc, dans l'agilité, ici, on a mis, il y a trois, ici, il y a trois cadenas, là. C'est sûr qu'on va programmer une certaine portion. Je vais revenir sur la longueur de la portion qu'on programme, hein, ou qu'on fait dans le détail, qu'on appelle un sprint, hein, beaucoup de personnes, ou un time box, hein, avant d'appeler ça des sprints, ça s'appelle des time box. Et donc, l'idée, c'est qu'on gèle le délai, on gèle le coût, et on essaie d'avoir un maximum de valeur dans ce délai-là, dans ce coût-là. Normalement, si on fait ça, regardez, on n'a pas besoin d'avoir de rapport de coût hein, pour savoir si ça marche pas. On a des livrables, puis on a de la valeur. La valeur est déterminée par l'utilisation du livrable. OK. Ça fait que maintenant, je pense que j'ai ouvert le bar. Là. Et, puis je vais vous parler de différentes approches méthodologiques. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est une de mes étudiantes à Toulouse qui m'a parlé de ces choses-là, parce que j'avais jamais entendu parler de Wagilité, où je faisais des choses, mais j'avais pas de nom pour ces choses-là. J'avais jamais entendu parler de Wagilité avant que cette personne-là m'en parle, d'un article français qui parlait de différentes approches méthodologiques. Je vais regarder ça rapidement avec vous. Okay.
Fait que, il y a la première vision, j'appelle la vision puriste. Moi, j'appelle ça la religion agile. Tu sais, puis je suis pas tellement gentil. Des fois, je parle des évangélistes agiles en disant, ben, regardez, les vrais évangélistes agiles, c'est un peu comme les évangélistes aux États-Unis. Hein? Et ben, c'est une religion, elle se promène en toge, puis en fin de compte, voici les règles de la loi, voici voici les rituels qu'on va utiliser, puis garde, c'est ça qui est ça. Pour moi, c'est pas vraiment une chose qui est tellement agile, en fin de compte, d'arriver puis de forcer des rituels, OK, les mêmes un peu partout. Malheureusement, c'est souvent ici, ce qu'on a vu dans les organisations, l'adoption des approches agiles, mais en fin de compte, c'est l'adoption de méthodologies, puis garde, tu fais ça ou c'est pas bon. Hein? Et bon, la vision du puriste, c'est tout simplement que d'un bord, j'ai la façon agile de faire les autres, puis d'un bord, j'ai la façon cascade de faire les choses. Puis regardez, agile, c'est mieux que cascade. C'est ça qu'on entend dire. Puis on va dans des entreprises, puis on essaie de se débarrasser de la gestion de projet en cascade. Alors qu'une grande majorité des projets, surtout les projets où on doit livrer des livrables qui ne sont pas des livrables de l'esprit, qui ne sont pas du software, ben, quelque part, les séquences, c'est pas mauvais. Hein? Il va toujours bien falloir que je creuse la cave avant de monter ma maison. Fait que donc, c'est l'approche, c'est tout ou rien. Hein? Et pour les buveurs de scotch, hein, les buveurs de single malt, hein, ben, regarde, on ne peut pas mélanger le single malt. L'autre approche, c'est parce que là, les gens ont commencé à voir, ben, c'est un peu compliqué cette affaire-là. Puis aussi, l'agilité, c'est sûr, elle a rentré à partir du milieu des années, des années 2000, 2005. Hein, ça a commencé à rentrer un peu partout. Et ça rentrait avec les technologies d'information. Et après ça, ben, on s'est rendu compte que, ben, coudonc, quelque part, l'agilité, on a besoin partout. On n'a pas besoin juste dans les projets d'agilité, des projets de technologie d'information, on a besoin partout. Et quelque part, donc, ça veut dire que partout, je dois avoir, pour suivre mes projets, une culture qui est à la fois agile, qui est à la fois innovante, qui est à la fois collaborative. Ça fait que là, je fais des gros changements culturels quand j'essaie de mettre ça en place. C'est pas juste mettre en place une méthodologie. D'ailleurs, je vous réfère au livre de Michael Saota, si vous ne le connaissez pas, qui est un excellent livre. Il est en français. Je donnerai la référence. Je vous enverrai la référence si vous ne le connaissez pas. Il explique la différence entre une transformation agile et la simple adoption de méthodologie. Moi, ce dont je vous parle ici, c'est que les entreprises vont fonctionner s'ils font une transformation agile. Pas juste utiliser une méthodologie, c'est pas suffisant. Et il y en a pour tout le monde. Donc, ça, c'est une façon de faire. Oui, parfait, j'ai des projets. Dans ce cas-là, on dit, bon, on mêlera pas les scotch. Hein? On va faire des projets de façon agile. Puis, j'accepte qu'il y a des types de projets qui peuvent faire de façon, qui doivent se faire en cascade. Il y a une autre approche aussi, puis ça vient la référence est en bas, ça vient d'un article français. Ça, le Water Scrum Fall, le Scrum Waterfall, hein, où au bout de la ligne, on a accepté, c'est dans notre grande sagesse, dans notre grande générosité, on a accepté de mélanger les deux dans un même projet. Par contre, la façon qu'on le fait, c'est que on a une étape qui va être plus agile. Après ça, on va aller en cascade. On a une autre étape qui va être plus agile. Quelque chose dans le style, c'est qu'on ne mélange pas encore dans ce cas-là. Ben non, on ne veut pas mélanger des scotch. Hein. Nous, on est des buveurs de single malt. Moi, ce dont je vous parle et ce que je fais dans des projets de développement de produits, dans des projets qui s'appellent Stage Gate, hein, étape porte, c'est la même chose que des projets en cascade. C'est tout simplement, donc, à la base, j'ai besoin d'une séquence pour mes projets. C'est des développements de produits. À la base, j'ai beaucoup d'incertitudes. J'ai pas de grande compréhension. J'ai une compréhension de l'objectif ultime, de ce que j'essaie d'accomplir, mais j'ai pas trop d'idées de quelle sorte de produit je vais développer. Et au fur et à mesure que je vais avancer dans mon projet, je vais avoir de plus en plus de certitudes. Mais par contre, c'est donc, il va falloir que j'adapte mes façons de travailler basées sur mon niveau d'incertitude, mon niveau d'ambiguïté, mon niveau de volatilité. Et ça change, ça change ces choses-là au long du projet. Quelque part, ce que je vais faire, je vais intégrer à l'intérieur de mes étapes des boucles, hein, que j'appelle tout simplement des boucles agiles. Je vais revenir là-dessus tantôt. Et c'est ce qu'on appelle la WAGilité, c'est Waterfall Agile. Et juste pour vous dire que ici, j'ai un blended scotch, hein, gallois. Ben, gallois, ceux qui sont au courant de Kinefin, okay, ou du modèle Kinefin de M. Snowden, ben, c'est un mot gallois qui veut dire la maison. Hein, et donc, moi, je vais prendre un scotch d'origine galloise, hein, qui est du blended scotch fait avec les meilleurs single malt au monde, coûte 2 fois moins cher. Je peux vous dire qu'il est excellent. Si vous avez la chance de mettre la main sur cette bouteille-là, regardez, vous allez avoir autant de plaisir que de boire, c'est un single malt que vous allez payer 3 fois le prix.
Le fameux modèle Cinéfine aussi, pour revenir là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de ça, nous, dans le monde agile, c'est quand même intéressant pour que ce modèle-là est intéressant, parce qu'il y a toutes sortes d'environnements. Hein. Puis aussi, il faut comprendre que ces environnements-là peuvent exister en même temps dans un même projet, puis que dans un même projet, je peux passer, en fin de compte, de l'incertitude à plus de certitude, et du complexe au compliqué au simple. Hein. Et pour moi, faire un sprint, par exemple, c'est le découper, c'est dans une certaine période de temps, je vais revenir sur la période de temps, ben là, en fin de compte, moi, je fais un petit morceau de certitude dans mon projet. Donc, comment que je vais gérer la complexité, comment gérer l'incertitude par petits morceaux de certitude. Fait que le modèle cinéphine, ou kinéphine, qui est la vision, disons, la vision single mode, il y a un monde, en fin de compte, qui est dans la simplicité, où les meilleures pratiques peuvent être utilisées. C'est écrit dans un livre comment on va faire les choses. J'ai un processus en cascade, puis c'est très clair, on s'en va à l'intérieur de ça. J'ai un paquet de spécialistes au cas que ça soit trop compliqué. Ben là, faites de la cascade. Après ça, quand j'ai beaucoup de complexité, pour moi, la complexité devient immédiate, OK, aussitôt que j'ai plus que deux personnes, que j'ai plus qu'une personne, parce que la complexité est rattachée beaucoup aux perceptions. Et ma vie ou ma réalité, c'est ma perception. Ça fait que quand je commence à avoir beaucoup de parties prenantes dans un projet, je peux vous dire que là, ça devient très complexe. Parce qu'il faut que je trouve un moyen d'aligner, OK, les perceptions d'un paquet de personnes, puis il faut que je trouve un moyen de les engager pour qu'on voyage ensemble. Parce que pour moi, un projet, c'est un voyage. Et donc, le monde cinéphile dit, bon, parfait, je suis dans le complexe, je suis dans le chaotique. Il y en a qui appliquent le modèle en disant, bon, parfait, je vais essayer de passer du chaotique au complexe, au compliqué, puis éventuellement à simplifier. Je pense que c'est ça qu'on fait lorsqu'on vient découper un projet, peu importe le type de projet, lorsqu'on vient découper un projet, qu'on prend le product backlog, puis on le découpe en sprint backlog, puis on découpe ça en très petits morceaux. Au bout de la ligne, moi, j'appelle ça des morceaux de simplicité. Ça, c'est la vision blended Scotch. On dit tout simplement, c'est il existe quelque chose qui s'appelle la gestion de projet hybride. Hein, dont un des modèles, pour moi, c'est la gestion de projet ou agile. Hein, il existe des modèles, il existe des méthodes hybrides. D'ailleurs, ceux qui sont familiers avec le Project Management Body of Knowledge, le PMI, on parle beaucoup de projets hybrides. Hein. Et là, moi, c'est comment j'ai découpé ça. Donc, j'ai une zone A où, regarde, laisse faire l'agilité. Je suis dans un monde réglementé. Mon environnement d'affaires ne change pas tellement. Regarde, je suis capable de prédire assez loin dans le temps. Ben, parfait, regarde, on y va en cascade, puis bonjour la visite. Après ça, je me retrouve quelque part dans un monde complètement chaotique, la partie C ici, mais dans complètement chaotique. Ça veut dire, regarde, je ne sais même pas ce qui se passe. Tout ce que je peux faire, en fin de compte, c'est agir, sentir ce qui se passe, puis répondre. Okay? Et dans ce cas-là, ben, garde de quoi dans la pure agilité, parce que dans le fond, je ne peux pas avoir de séquence. Il n'y en a pas de séquence. Je ne comprends pas les séquences. Et j'ai le monde hybride où coexiste un peu de chaotique, un peu de complexe, un peu de compliqué. Puis à partir de là, ben, je vais essayer d'utiliser le meilleur des deux mondes. Ça, c'est la personne, en fin de compte, qui me parlait la première fois de la agilité. Hein, c'était Mélanie Chignard, excusez. Je l'ai rencontrée à Toulouse dans la promotion 2018-2019, OK, du master spécialisé en management par projet du CESI. Ça fait depuis 2006 que je donne des formations dans 5 ou 6 CESI en France, parce que je suis un des co-créateurs, OK, du master spécialisé. Ça a commencé avec des gens du Québec, puis un directeur d'école du CESI à Lyon qui avait travaillé pendant 6 ans avec moi, okay, dans une entreprise au Québec. Puis on s'est en allé là, puis on a développé ensemble un master spécialisé qui se donne dans plusieurs sites du CESI maintenant. Okay. Et Mélanie, elle me parlait du mot agilité, puis elle a fait sa thèse de maîtrise sur l'utilisation du modèle kinéphine pour décider, dépendamment de la nature de mon projet, où je me trouve dans ce modèle-là, pour décider de la technique que je vais utiliser pour gérer mon projet. Du pseudo-traditionnel ou du cascade, du hybride ou de l'agile. Puis là, ici, j'ai un lien informatique, hein, un lien qui vous envoie vers un outil qu'elle a développé pour l'endroit où elle faisait son alternance. Les patrons lui ont donné la permission de mettre ça en ligne. Ça fait que vous pouvez aller là, vous pouvez vous amuser. Vous devez répondre à certaines questions. Puis en répondant à certaines questions, on va dire, bon, parfait, vous vous trouvez dans cet endroit-là, OK, du modèle cinéphine. Et voici ce que je vous recommande comme approche pour faire votre projet.
Okay? Donc, il y a des conseils, puis il y a une description de votre contexte. Puis donc, c'est un petit outil pour nous placer au bon endroit. Le modèle cinéphile, c'est important, c'est intéressant. Pour moi, ce qui est très important, très intéressant et vital, c'est la connaissance de notre environnement d'affaires. Et beaucoup de personnes nous disent, en fin de compte, quand je demande aux gens beaucoup de personnes à qui je demande pourquoi vous voulez être agile, on me dit souvent parce que je veux aller plus vite. On sait tous, ceux en fin de compte qui pratiquent l'agilité, c'est que le mot vitesse, c'est pas le mot qu'on utilise, on utilise le mot vélocité. Le mot vélocité, c'est tout simplement, c'est la vitesse dans la bonne direction. Ben, quand tu vas aller dans la bonne direction, ben, à un moment donné, ben, il faut que tu ralentisses pour refaire le point. Hein. En fin de compte, gérer un projet de façon agile ou gérer un projet dans un environnement changement permanent, ça ressemble en fin de compte à piloter un voilier. Puis piloter le voilier, ça ne m'empêche pas d'avoir, lorsque je pilote un voilier, j'ai pas toutes les informations, j'ai une orientation, j'ai un but ultime, je peux avoir des escales. Par contre, le vent change tous les jours. Hein, fait que, quelque part, je trouve que c'est une très bonne analogie de ce qui se passe sur la gestion de projet dans un environnement qui est en changement permanent. Ça ne m'empêche pas d'avoir des objectifs, ça ne m'empêche pas d'avoir un but ultime. Ce que ça m'empêche de faire, c'est de planifier mon projet comme un imbécile, c'est de façon très, très détaillée. Donc, faire quelque chose, planifier quelque chose que je ne connais pas. Un des étudiants que j'avais dans mes formations que je donne pour l'Institut de développement de produits, qui vient pour une entreprise qui fait des produits de bains, ils font des bains extraordinaires, là, et des cuvettes. Et il me disait, lui, j'arrête pas de changer ma planification. Moi, je lui répondais, ben, t'arrêtes pas de changer ta planification parce que tu planifies ce que tu connais pas. Hein? Et aussi, ben, il y a des bonnes chances que souvent, peut-être de façon traditionnelle, tu sais, il y avait des planificateurs, donc tu fais ta planification tout seul plutôt que de faire ça en équipe. Ça fait que de toute cette façon, ton plan, il n'y a personne qui va le suivre. Le VICA, c'est très important pour moi parce que c'est la raison pour laquelle on doit être agile. Fait que, dépendamment de mon VICA, mon niveau d'agilité va changer. Fait que moi, j'ai développé, parce qu'il n'existait absolument rien sur le VICA ou sur le VUCA, OK? Même dernièrement, Jürgen Appelo, que beaucoup d'entre vous devez connaître, Monsieur Management 3.0, il disait, ben là, le VICA est en train de changer. Il dit, de quel VICA il parle? Hein? Parce que on n'a pas tous les mêmes environnements d'affaires. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de développer un petit document que vous pouvez télécharger, c'est en allant sur ce site-là ici, et un petit document pour qu'on mesure notre VICA. Là, j'appelle ça, moi, le planning poker des dirigeants. Au minimum, si on parle, les gens doivent être alignés avant de faire un travail ensemble. Si tu veux gérer une entreprise ensemble, d'après moi, on devrait au moins s'entendre au départ sur dans quel environnement d'affaires on travaille. Puis je vous dis, quand je fais remplir ça par des comités de direction dans les organisations, il n'y en a pas un qui remplit la même chose. Ça veut dire qu'ils sont tous à l'entour de la même table, puis il n'y en a pas un qui vit dans le même environnement d'affaires. Fait que si on veut quelque part aligner nos employés, puis aller dans le bon sens, puis changer comme notre environnement change, quelque part, il faut qu'on ait une compréhension de ce qui se passe. Donc, pour moi, quand je pose la question, pourquoi doit-on être agile? C'est pour répondre à mon environnement d'affaires. Et peut-être certains d'entre vous, vous entendez parler du mot VICA ou VUCA en anglais, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Certains d'entre vous entendent parler de ça pour la première fois. Pourtant, ça fait des années que vous travaillez en agilité. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème parce que c'est la raison pour laquelle vous devez être agile. C'est le niveau ou l'index VICA de votre environnement d'affaires. Et quand je fais ces présentations-là, à Agile Tour Montréal, ailleurs aussi, ben, il y a à peu près 70% des personnes dans la salle qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ben, moi, je vous dis, pourquoi on fait de l'agilité aujourd'hui? C'est à cause de notre environnement d'affaires. Et ici, ben, je reviens, excusez, mais là, moi, j'ai dit, ben, regarde, si tu es quelque part dans la zone A, là, ben, fais du traditionnel, regarde, tu n'as pas besoin d'être agile, ou ton agilité, hein, regarde, maintiens ta stabilité. Dans la zone B, ben, regarde, tu sois hybride, puis là, tu es dans le chaos plus total, ici, ben, c'est bien de valeur, regarde, tu ne sais pas ce qui se passe, là, on va t'essayer, puis on verra ce qui va se passer. Okay. Et aussi, bien souvent, il faut comprendre que dans les environnements d'affaires, plusieurs personnes qui ont le même environnement d'affaires, ils n'ont pas le même niveau de confort, puis c'est quelque chose dont on doit discuter. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement, il y a des gens qui aiment beaucoup le changement, mais il faut comprendre que des fois, il faut changer. Quelque part, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le changement, quelque part, il faut que tu comprennes ton environnement d'affaires, il faut que tu sois d'accord à changer. Pour ça, il faut que tu saches pourquoi tu dois changer.
OK, la livraison, juste revenir sur une notion de gestion de projet. Parce que je peux vous dire que c'est le chaos le plus total dans tout ça. C'est la confusion la plus totale. Dernièrement, je regardais l'édition 2 d'un livre français qui s'appelle La boîte à outils du chef de projet. Puis là-dedans, on parle de gestion de projet agile, puis on parle de gestion de projet traditionnel, on parle du PMI, puis on présente le PMI, on présente ce qu'il y a dans le PMBOK. OK, de façon qui est fausse. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent d'abord, les gens pensent que le PMBOK, OK, ou ce que le PMI présente, c'est une méthodologie. C'est pas une méthodologie. Ce n'est que juste qu'un cadre de connaissances. C'est à toi à décider de qu'est-ce que tu vas utiliser là-dedans, selon ton contexte, pour le faire de façon agile ou traditionnelle, selon ton contexte. C'est pas une méthodologie. Puis ce dont on parle dans le PMBOK, on parle déjà d'agilité, mais les gens s'en rendent même pas compte. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on voit ce qu'on voit vraiment dans le PMBOK. Dernièrement encore, j'ai lu quelqu'un qui écrit un article sur l'agilité, c'est les différentes techniques, puis là, on dira, le PMBOK, voici la méthodologie. Hein? Puis on nous présente la méthodologie juste avec un processus. Il faut comprendre que dans des projets, il y a deux processus. Okay? Il y a un processus technique, il y a un processus de livraison. OK? Le processus de livraison ressemble à ça. Dans ce cas-là, dans un processus typique de développement de produit, bien, c'est sûr, je commence avec une étude de faisabilité, un besoin, saisir un besoin, étude de faisabilité, choix d'un produit à développer. Il faut faire peut-être du design thinking quelque part là-dedans. Et éventuellement, bon, parfait, je vais faire une version préliminaire, je vais faire un concept, je vais faire le développement, je vais faire un prototype, je vais le tester, puis je vais le lancer. Hein, puis je vais le mettre en production. Fait que les gens confondent la gestion de projet avec ça. La gestion de projet, ce n'est pas ça. Ça, c'est la gestion de livraison technique. Et dépendamment du type de produit ou du type de service que je suis en train de développer, bien, ces processus-là, en cascade ou en étape porte, ou vous l'appellerez comme vous voudrez, ces processus-là, en fin de compte, sont différents dépendamment du type. Donc, les étapes ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, comme un projet d'amélioration continue ou un projet TI n'ont pas les mêmes étapes, en fin de compte, qu'un projet de construction. Okay. Quelque part, donc, ça, c'est le processus de livraison technique. La gestion de projet, c'est quelque chose qui se rajoute à ça. C'est une boucle. La gestion de projet, c'est une boucle. Une boucle IPECC. Initier, planifier, exécuter, contrôler et clore. Okay? C'est une boucle. La même chose qu'une boucle PDCA. C'est une petite boucle de réalisation. Okay? Fait que ces deux choses-là coexistent. Et souvent, c'est des gens qui donnent des formations en gestion de projet. Ils confondent. Okay? Ils confondent le processus de livraison de projet avec la boucle de gestion de projet. Processus de livraison de projet, des étapes. Hein? Le processus de gestion de projet, hein? Le processus de gestion de projet, c'est des affaires qui se passent à l'intérieur des étapes pour que ça réussisse. Ça, cette image-là, c'est une image qui vient d'une thèse de maîtrise d'une de mes étudiantes à Lyon il y a 2 ans. Hein? Puis là, me présenter ça. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais là. J'essaie de lui expliquer comment ça marche, la gestion de projet, puis qu'il y a le produit à livrer, puis il y a la façon de le livrer, puis la gestion de projet, c'est des boucles. Hein? Et les étapes changent selon la nature des projets. Mais là, il y a quelqu'un qui passe avant moi, qui passe après moi, puis il dit voici en fin de compte les grandes étapes de projet, parce que la formation de la master spécialisée est basée sur sur le PMI. C'est un choix qu'ils ont fait au début. Donc, il dit, bon, voici en fin de compte le processus. Puis, dans le livre, le livre, la boîte à outils du chef de projet, c'est ça qu'ils disent, voici la gestion de projet selon le PMBOK. C'est pas ça du tout. Ça, c'est faux, complètement faux. Complètement faux. Okay. Dans le PMBOK, en fin de compte, dans la fameuse Bible du PMI, on vous parle de boucle. Puis, dépendamment, donc, vous pouvez avoir un projet très, très simple avec une phase, vous allez avoir une boucle. Un projet avec plusieurs phases, vous allez avoir plusieurs blocs, des boucles par phase. Donc, je vais initier, planifier, exécuter, contrôler, puis fermer chaque phase. Hein? Peut-être que je vais avoir des phases qui vont aller en parallèle. Je vais faire de l'ingénierie simultanée. Hein? Mais quelque part, la gestion de projet, c'est ouvrir et fermer, ouvrir, fermer, ouvrir et fermer. Bon. Là, maintenant, je vais vous faire la démonstration dans ma petite tête à moi que faire de la gestion de projet et être agile, hein, c'est exactement la même chose. Ça va être le nombre de boucles qui va changer. Donc, le processus initié, planifié, exécuté, contrôlé et clair, c'est une boucle de demain. Planifier, développer, contrôler, agir ou ajuster ou adapter.
Donc, ça veut dire que je vais ouvrir et fermer sur le projet. Pour ouvrir et fermer sur le projet, je vais ouvrir et fermer sur l'étape. Pour ouvrir et fermer sur l'étape, dans l'étape, il va y avoir plusieurs sprints. Donc, je vais devoir ouvrir et fermer sur chacun des sprints. Pour ouvrir et fermer sur chacun des sprints, j'ai plusieurs livrables dans les sprints. Donc, je vais ouvrir et fermer sur les livrables. Je vais livrer mes livrables. Puis, pour faire mes livrables, il va falloir que j'ouvre et je ferme les tâches qui sont nécessaires pour livrer ces livrables-là. Donc, on pourrait présenter la gestion de projet avec une série de boucles. La gestion de projet agile, on la présente souvent de cette façon-là. Tout simplement, pour moi, la gestion de projet agile, c'est la multiplication des boucles PDCA ou IPECC. Okay? Et ceux qui sont familiers avec une vraie méthodologie, parce que le PMBOK, ce n'est pas une méthodologie, une vraie méthodologie comme Prince 2. Ils ont sorti dernièrement Prince 2 Agile. Tout ce qu'ils ont fait avec Prince 2 Agile, parce qu'un de mes confrères au Canada, Larry Cooper, était le représentant canadien sur la nouvelle norme, le nouvel standard pour Prince 2 Agile, okay, qui est développé avec les Britanniques. Et il dit tout ce qu'ils ont fait, en fin de compte, ils ont mis plus de boucles. Ils ont mis plus de boucles. C'est tout ce qu'ils ont fait. OK, maintenant, je suis prêt à vous parler de la fameuse méthodologie ou Agile, qui ne s'applique pas partout, qui s'applique dans certains types de projets. C'est ça, pour moi, l'agilité, ce n'est pas l'application de méthodologie. L'agilité, c'est contextualiser ce que je vais faire pour m'assurer que je suis en phase avec les changements qui se passent alentour de moi. Fait que ça, j'ai formé 500 personnes dans ces entreprises-là. J'en forme encore aujourd'hui. Actuellement, je suis en train de donner des formations dans ce certificat sur la stratégie. Je peux vous dire que j'arrête pas de casser la tête des gens avec la nécessité d'être contextuel, la nécessité d'être agile, innovant et collaboratif, et que ça, c'est un changement de culture important. Okay? Fait que donc, 500 personnes au moins dans ces entreprises-là que j'ai formées. ABB, une grande entreprise internationale. Bombardier, produits récréatifs. Les aéroports de Montréal. Ressort La Liberté, ça c'est intéressant. Il y a les 2 tiers des embrayages au monde qui ont les ressorts Liberté, OK, dans les embrayages. Hein, ça, c'est une entreprise de Montmagny au Québec. Hein. Ils ont des usines partout au monde, mais le quartier général est à Montmagny au Québec. Pélican, c'est des gens qui font des canoës. Telops, ils font des caméras infrarouges, etc., etc. Et depuis 2010, ben, j'enseigne la agilité, hein, dont j'utilise le nom maintenant depuis que Mélanie m'en a parlé. J'enseigne ça au CESI. J'ai enseigné ça depuis 2010. À peu près 650 personnes. Et aussi pour l'Institut de développement de produits au Québec, donc pour les formations publiques, depuis que j'enseigne ça, probablement c'est à peu près 1 ou 2 cours par année, là, enseigner ça c'est à peu près 300 personnes. De quoi ça a l'air cette méthodologie-là? C'est bien simple. Je vais partir. D'abord, je dis aux gens, c'est des gens qui travaillent beaucoup en développement de produits, l'Institut de développement de produits, des gens dans le manufacturier. Parfait, vous avez un processus technique pour développer vos projets. Je ne suis pas ici pour changer le processus, je suis ici pour le faire marcher. Plus votre environnement, en fin de compte, est volatile, plus votre environnement demande de changer de direction souvent, hein, puis de se redéfinir souvent, puis de s'adapter souvent, plus on va avoir besoin, en fin de compte, de faire quelque chose que j'appelle des boucles agiles. Donc, tout simplement, OK, ma technique, c'est l'inclusion dans chacune des grandes étapes de votre projet de boucle agile. Je gèle certaines choses. Donc, il y a une date souvent dans les développements de produits. Ce qui est important, c'est d'être sur le marché avant tout le monde à telle date, OK, ou être un show commercial avant tout le monde à telle date. Donc, quelque part, à partir de la date de fin, on va définir des dates. C'est combien de temps j'ai pour faire mes études préliminaires, combien de temps j'ai pour faire mes études détaillées, combien de temps pour le développement. Donc, quelque part, moi, pour qu'ils puissent s'améliorer, je dis, bon, parfait, regarde, je vais geler, OK? Je vais geler les jalons, OK, pour la fin des dates, pour la fin de chacune des étapes. Et éventuellement, ben, je vais avoir des résultats. Au moins, c'est pas en glissant, c'est en amont que je vais réussir à livrer mon projet ou mon livrable, lancer mon produit à temps. Okay? Fait que donc, la technique, c'est on gèle les dates pour les passages de potes, hein, les stage gates, et à l'intérieur de ça, je vais faire un paquet, je vais découper mes phases en multiples sprints, pour dire comment je m'y prends, et à l'intérieur de ça, je peux jouer comme je veux.
OK? Donc, je peux avoir les sprints de la longueur que je veux. Plus tu es en amont, plus tes sprints sont courts. Plus tu es en aval aussi vers la fin, plus tes sprints sont courts parce qu'il y a beaucoup de personnes quand tu essaies de prendre ton produit puis de le mettre en production. Fait que, où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'ambiguïté, mais là, les sprints vont être plus courts. Où il y a beaucoup de certitudes, ben, les sprints vont être un petit peu plus longs. Fait que c'est quoi, en fin de compte, mes boucles agiles? C'est tout simplement la méthodologie Scrum que j'utilise. OK? Puis avec laquelle je joue. Okay. Quand je regarde, en fin de compte, les différentes étapes de méthodologie, la question, en fin de compte, du product backlog, puis de partir, en fin de compte, avant de faire le découpage du découpage du product backlog, j'utilise des techniques qui sont utilisées dans des méthodologies supposément traditionnelles. Ça me prend une définition du projet, une charte de projet qui est évolutive, donc évoluer dans le temps. Mais la charte, c'est ce qu'elle me donne l'information, c'est pourquoi je fais le projet, l'intention du projet. C'est quoi la valeur finale du projet, des livrables du projet? Ça va être utilisé par qui puis pourquoi? Okay? Et c'est à peu près la seule stabilité que j'ai dans mon projet. À partir de là, vous dire parfait, on va reprendre notre processus, OK, de découpage, notre processus technique, et on va le découper en grands livrables. Une structure de découpage de projet, WBS. Puis à partir de là, pour le découper, quand même, ça va me prendre des gens pour faire ça. Donc, je vais prendre ce grand processus-là. Puis à partir de là, je vais déterminer, dépendamment de la phase sur laquelle je vais travailler, je vais déterminer qui va travailler avec moi. Et lorsque je vais savoir qui va travailler avec moi, ben on va commencer à découper la phase ou les phases sur lesquelles on va travailler en petits morceaux. En échéancier très détaillé, parce que dans ce cas-là, j'ai des séquences que je suis capable de prédire, et pour pouvoir, en fin de compte, faire mes sprints. Donc, l'idée, c'est que lorsque je décide, disons que dans ce cas-là, je suis rendu à l'étape 3, le développement, je dis, bon, parfait, qui va travailler dans le développement? Parce que là, je suis dans du comment, là. Hein, je suis dans du comment, puis qui est responsable du comment, c'est l'exécutant. Donc, à partir d'ici, quand je vais faire ce découpage-là, je le fais avec les équipes qui vont travailler ou les parties prenantes qui vont travailler sur cette partie-là du projet. Hein, donc, quelque part, il va falloir que je trouve qui va travailler avec moi. Si je n'ai pas de nom, je n'ai pas de prénom, hein, ben, il n'y en aura pas de planification. Donc, moi, je planifie mon court terme avec les gens qui vont faire le travail. Qu'on fait tout le monde quand on essaie de faire un storyboard. Mais je fais d'autres choses avant de faire le storyboard. Okay? Et donc, quelque part, une fois que j'ai ces gens-là, je vais travailler sur l'échéancier du projet. L'échéancier du projet, c'est le principe de la vague déferlante. Beaucoup de personnes parlent de ça dans la gestion de projet traditionnelle. Puis, ils n'arrêtent pas d'essayer de faire des échéanciers détaillés pour l'ensemble du projet. L'approche ici, c'est tout simplement, je vais faire l'échéancier. C'est avec des livrables, disons que j'ai une phase de 3 mois. Il faut faire des échéanciers avec les gens qui vont faire le travail pour des livrables qui ne dureront pas plus longtemps qu'un mois à peu près. Okay? Donc, je vais avoir à peu près trois grandes sous-phases. Hein? Okay? Et à partir de cet échéancier-là, c'est ça qui va me permettre, je vais prendre juste la première partie de la phase, que je vais appeler un sprint, et je vais prendre la partie de cette phase-là, je vais regarder les tâches que j'ai là-dedans, je vais changer les tâches en livrables. Okay? Et donc, ces livrables-là vont devenir les livrables que je vais mettre que je vais négocier, en fin de compte, pour mettre dans mon storyboard. Okay? Et à partir de là, je vais faire une courbe de livrables. Je ne fais pas de courbe de points, je fais une courbe de livrable tout simplement. Le livrable n'a pas de valeur s'il n'est pas complété. Donc, c'est des livrables n'importe où entre 5 heures et 20 heures personne et pour nous laisser du jeu. Quand même. Et c'est des livrables qui, en fin de compte, ne sont pas considérés pour faire monter la courbe de livrable ou la burn-up curve, sont considérés strictement comme étant complétés. Lorsque la personne, OK, dans le groupe qui va utiliser votre livrable, qui est votre client, va décider que votre livrable est terminé. Okay? Donc, j'ai le même principe que pour l'ensemble d'un projet où à la fin, j'ai le product owner qui dit parfait, c'est terminé parce que je suis capable de l'utiliser. Mais dans ce cas-là, OK, dans chacune de mes étapes, la personne qui va utiliser mon petit livrable qui va m'amener plus loin, c'est peut-être un bout de plan, hein? C'est peut-être un concept, c'est peut-être un document, c'est peut-être un dessin. La personne qui va l'utiliser pour faire la suite devient mon client et c'est elle qui décide de la valeur. Et la valeur, c'est 0 ou j'ai un livrable. Okay. Donc, le livrable n'a pas de valeur si on ne peut pas l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, j'ai 3 étapes, j'ai 3 phases. Excusez, j'ai une phase que j'ai découpée, une phase de 3 mois. J'ai dit peut-être découper en un mois. Peut-être que vous devez découper plus court ou plus long, dépendamment, mais très, très, très rare. J'ai vu très rarement des gens qui étaient capables de faire des storyboards pour quelque chose qui durait plus qu'un mois. Il y en a qui m'ont demandé d'en faire pour 2 mois. Mais le storyboard, moi, je mets des livrables là-dedans, puis je les positionne dans une journée.
dans une semaine. Puis les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de positionner le deuxième mois s'ils n'ont pas fait le premier mois. Okay. La longueur des sprints, j'ai une définition pour ça, moi. La longueur des sprints, c'est la longueur de ma certitude. Fait que je fais un petit, c'est comme si ce sprint-là, c'est un petit morceau de production. D'ailleurs, on utilise des techniques de production. Le Scrum, là, c'est une technique de contrôle. Le Kanban, c'est une technique de contrôle de production. OK? Gérer les travaux en cours. Fait que tout simplement, c'est, je veux dire, moi, je vais planifier ce que je connais. Hein? Là, je prends mon voilier aujourd'hui, puis je sais que je connais la direction du vent, c'est par là que je vais aller. Okay? Fait que la longueur de mon sprint, c'est n'importe où entre une demi-semaine, puis pour moi, de ce que j'ai vu d'expérience, peu importe la nature des projets, c'est pas plus qu'un mois en réalité. Hein? Mais qui décide de la longueur du sprint, c'est la quantité de certitude que je peux avoir. Puis je peux vous dire qu'en début de projet, il n'y en a pas beaucoup. Les sprints sont très, très courts. Puis en fin de projet, ou en fin de compte, il y a beaucoup de personnes impliquées dans le développement de produits pour mettre ce produit-là en production. Mais juste le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, là, il faut que tu te ramènes tout le temps. La boucle, ouvrir et fermer, là, la boucle, tout ce qu'elle sert, en fin de compte, c'est s'assurer qu'en tout temps, les gens sont alignés. Okay? On voit la même chose, on comprend la même chose. À l'intérieur des sprints, les gens vont faire des rencontres, des mêlées, des scrums. C'est tous les jours peut-être, tous les demi-semaines, ou ça va dépendre en fin de compte du besoin en fin de compte de s'orienter, de s'aligner. Une réunion scrum, ça ne dure pas longtemps, c'est strictement une réunion d'alignement. On voit la même chose, on comprend la même chose, puis on s'en va au même endroit. Donc, j'ai beaucoup d'outils pour faire ça, OK, au niveau du suivi. Donc, donc mon outil de suivi, c'est simple, c'est ma courbe, c'est ma burn-up curve, puis ma confirmation, hein, que j'avance dans ma burn-up curve. Chaque fois qu'il y a quelqu'un le livrable est terminé lorsque la personne qui suit, la personne qui va utiliser le livrable confirme qu'il est terminé. That's it. OK? Donc, je te dis que ça veut dire que, dans le fond, ton livrable, tu l'as défini avec moi. On peut faire ça avec toutes sortes de projets. Moi, j'ai fait un démarrage d'usine sur 4 mois et demi. Hein, c'est très, très, très rapide, une aluminerie. J'avais 10 000 livrables. J'avais 10 000 livrables. Donc, je livrais à peu près 2500 à 3000 livrables par mois, là. Je peux vous dire que quand on a planifié ça, là, on était dans la certitude. Parce que si c'est pas dans la certitude, tu es en train de partir à une usine, ça va coûter très, très cher, ça. Je peux pas trop me tromper. Okay? Fait que là, c'est sûr, là-dedans, j'ai des structures de découpage, je vais avoir des radars, je vais faire des mêlées, je vais utiliser des bâtons de l'Indien, m'assurer que quand tu as le bâton, tu parles, quand tu ne l'as pas, tu parles pas pour contrôler tout ça. Je vais avoir des rapports aux dirigeants parce que les autres veulent savoir ce qui se passe, mais moi, le rapport aux dirigeants, c'est pas ma courbe de livrable, là. J'essaie de les garder à un très haut niveau. Je veux pas qu'ils viennent jouer dans mon sprint. Et aussi, je vais avoir des outils d'amélioration continue, comme une porte du bonheur, par exemple. Si vous allez sur YouTube, marquez Happiness Door, OK, puis vous allez, Jürgen Appelo va vous dire ce que c'est si vous ne connaissez pas ce que c'est, mais c'est une rétrospective. Une petite rétrospective très rapide. À partir de là, à la fin de mon sprint, hein, tout simplement, je vais faire une rétrospective. Je vais faire une rétrospective sur 2 choses dans ce cas-là. Je vais faire une rétrospective sur ce qui s'est passé avec ma courbe de livrable pour voir si je peux augmenter ou améliorer ma vélocité. Et après ça, puis ou peut-être j'ai besoin de plus de ressources, parce que peut-être que ça marche pas du tout au niveau des ressources. Hein. Et aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai aussi un outil pour mesurer la dynamique d'équipe. Donc, on va faire une rétrospective sur le technique et sur la dynamique d'équipe. Et à partir de là, pour faire la rétrospective, je vais regarder ce que j'ai comme mesure de dynamique d'équipe, ma courbe de fin, et je vais faire ce que j'appelle une rétrospective en étoile de mer. Une fois que j'ai une rétrospective en étoile de mer, je vais prendre un des éléments de cette rétrospective-là. Je vais dire, parfait, on va l'utiliser comme élément d'amélioration continue pour notre prochain sprint. Hein, puis cet élément d'amélioration continue-là va devenir un livrable obligatoire pour le sprint. Les résultats obtenus par ça, il me reste encore pour 3-4 minutes, là. Les résultats obtenus par ça, hein, c'est un raccourcissement et de l'échéancier, puis une réduction des coûts d'environ 20 à 30 hein. Je prends une entreprise au Québec, Ultima, qui fait des yogourts. Normalement, j'ai formé 60 personnes à travailler de cette façon-là dans le développement de nouveaux yogourts. Hein. Et donc, avant qu'on fasse ça, le temps de développement d'un yogourt est à peu près de 22 mois. Hein. Et après qu'on a fait ça, le temps moyen de développement d'un nouveau yogourt, hein, donc de l'idée au contenant, hein, puis sur le marché, a passé de 22 mois à 16 mois.
OK? Et c'est ce qu'on retrouve pas mal partout. Et l'accélération ne vient pas du fait que les gens courent plus vite. L'accélération, c'est que les gens apprennent, en fin de compte, à être bien alignés le plus tôt possible dans le projet. Donc, fail early. Puis parce qu'ils font fail early, ben, ils peuvent faire scale fast. OK? Ça veut dire que ça va plus vite. Pourquoi? Parce que les erreurs, ils les font en amont. OK? OK, la source de l'agilité. Hein, source de l'agilité, ben d'abord, pour l'agilité, ben, il faut la définir. Moi, j'ai défini, là, je parle du mot agilité organisationnelle. Pour le définir, c'est la capacité et l'habilité d'une organisation à se transformer collectivement. L'agilité, là, c'est savoir-être et savoir agir ensemble. Il y a des techniques qui nous permettent de faire ça. C'est plus que juste du savoir-faire. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, là, on a essayé de mettre en place des méthodologies, du savoir-faire, sans se préoccuper, en fin de compte, du savoir-être et du savoir agir ensemble. On nous parle souvent, en fin de compte, en développement ou en gestion d'entreprise. Parfait, l'entreprise a une mission, une vision, a des objectifs, elle fait certaines choses. Ça, on utilise ça. Alentour, la portion blanche, c'est souvent, mais voici les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Moi, je leur parle de d'autres choses parce que je donne des formations à l'Institut de leadership sur le certificat de stratégie d'entreprise. Puis je lui parle du leader du 21e siècle parce que j'ai besoin du leader du 21e siècle pour que l'agilité marche. Hein? C'est pas juste mes équipes qui vont être capables de faire marcher ça avec des méthodologies. Là. Hein? Ça fait que moi, j'utilise ce qu'on appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Ceux qui sont familiers avec la programmation neurolinguistique, Robert Dilts est des grands spécialistes mondiaux de cette approche-là, qui n'est pas, en fin de compte, quelque chose pour contrôler les masses, là, quand c'est bien utilisé. Dans son triangle, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près les mêmes choses que dans le triangle stratégique que les gens utilisent. On met, en fin de compte, la culture quelque part à l'intérieur du triangle plutôt qu'alentour. Donc, c'est parce que c'est un continuum de pourquoi, de quoi, de qui, de comment. OK? Et il y a un environnement pour les organisations. Et c'est l'environnement qui décide comment que je dois être agile. C'est l'environnement. Pourquoi je dois être agile? Pour répondre à mon environnement. Okay? Ça fait que quelque part, le but ultime, hein, c'est je vais améliorer, je vais avoir maximiser ma valeur si je suis aligné parfaitement avec mon environnement d'affaires, puis je vais avoir des bénéfices qui vont me permettre d'avancer. La source de l'agilité dans tout ça, en fin de compte, est au niveau du savoir-être et du savoir-faire. Donc, l'agilité, c'est pas juste des méthodologies, c'est aussi des gens qui ont qui savent être ensemble et qui savent agir ensemble. Okay? Selon les quatre éléments ou les 12 principes du manifeste agile. C'est de ça qu'on parle. Il y a une culture derrière tout ça. Là, okay? Et la stratégie, puis tout ça, c'est juste du comment. Ça. Donc, le comment n'est pas suffisant pour être agile. Le comment et la culture sont essentielles pour avoir l'agilité pour pouvoir m'aligner. Okay? Par rapport à ça, j'ai presque terminé. Par rapport à ça, ben regardez, c'est bien beau les sources de l'agilité, là, mais les sources de l'agilité, c'est être et agir ensemble, puis c'est les dirigeants avant les méthodologies. Hein. Puis quand même que j'essaierai d'avoir mon équipe. Souvent, on dit parfait, on va adopter ça en équipe, puis après ça, on va faire monter ça vers en haut. Si l'intention des dirigeants là n'a rien à voir avec avoir des équipes autogérées, hein, puis être collaboratif, puis qu'on a un paquet de dictateurs en haut, là, c'est bien de valeur, là, hein, ça va foirer cette affaire-là. Puis la première chose que vous allez savoir, c'est qu'on va essayer de vous mettre à la porte. Hein. Fait que si je reviens à ce modèle-là, qui est un modèle qui a été développé par un Français, si vous ne connaissez pas, hein, c'est Loïc Léofold. Il vient d'écrire un livre extraordinaire dont j'ai écrit la préface, qui s'appelle Seigneur, je me rappelle même plus du titre. C'est ça s'appelle comme commencer par être d'abord. C'est l'être qui est important. Savoir être d'abord. OK? On est supposément au management 3.0 actuellement. On est avec un paquet de Y dans les organisations. Ben là, le rôle des dirigeants, un bon dirigeant qui va faire qu'on va être agile, ça va être un jardinier. Puis ça passe par le management collaboratif. Ça fait quoi, c'est un jardinier? D'abord, ça me donne une direction, une raison d'être. L'efficience, comme on dit à Grenoble, à l'Institut d'agilité organisationnelle. Jérôme Barran, il appelait ça l'efficience. Donc, je vais donner un sens. À partir de je donne un sens, ben, tu es capable de, toi, puis je te donne les ressources pour faire le travail, tu peux tout organiser. Donc, moi, comme jardinier, mon premier rôle comme dirigeant, c'est de donner le sens. Puis comme jardinier, c'est de créer l'environnement où toi qui connais, hein, donc tu es l'exécutant, tu es la personne qui contrôle le comment, hein, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir pousser. Un employé, c'est comme une rose. Hein. Un employé, il se motive, tu le motives pas. La rose, là, elle pousse, tu la fais pas pousser. Pour ça, ben garde, il faut créer l'environnement pour que ça puisse fonctionner. Comme disait mon amie Sophie Hardy à Rouen, elle dit, ben, si tu veux faire pousser de l'herbe, là, ça ne sera pas en tirant dessus.
Donc, il y a des attributs. Très rapidement, vous êtes capable de lire des attributs qui ont été définis pour des dirigeants, pour s'assurer que l'organisation est agile. Parce que c'est l'ensemble de l'organisation qui doit être agile, pas juste les projets de TI. L'ensemble de l'organisation doit être agile si on veut fonctionner. Donc, les attributs, avoir un mindset agile, être un visionnaire, surtout être positif. Regarde, on ne bâtit pas sur nos problèmes, on bâtit sur ce qu'on fait de bien, puis les gens ne le savent même pas. D'abord et avant tout, un dirigeant dans ce monde-là, c'est un jardinier qui va permettre aux gens qui voient ce qui se passe dans leur environnement de pouvoir fonctionner. Moi, je dis tout simplement, plus tu es dans un environnement VUCA, plus tu dois être un dirigeant agile. Tu es capable d'anticiper le changement, tu es là pour que les gens innovent, parce que s'ils n'innovent pas, tu ne seras pas pertinent. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de soi. Hein? Tu ne peux pas aligner les autres, tu ne peux pas t'aligner toi-même. Tu es un apprenant agile, t'es en apprentissage continu. Tu vas aux Agile Tours, puis tu vas ailleurs, hein? Puis tu parles à d'autres personnes. Tu es ouvert à la collaboration puis à la co-création. Vous avez toujours entendu ça. Seul, on va vite. Et ensemble, on va plus loin. Hein? C'est ça. C'est pas, prends pas un cours classique pour comprendre ça. Mais moi, tous les processus que je mets en place dans les organisations, c'est par co-création. Moi, je fais absolument rien. Les gens qui vont utiliser le processus, c'est eux qui vont développer le processus ensemble. On se concentre sans relâche sur les besoins clients. Nos employés sont nos clients. Donc, en fin de compte, moi, je n'ai pas juste la voix du client, the voice of the customer. Mes employés sont des clients. Et dans un monde, en fin de compte, où les employés sont une ressource rare, au Québec, on a un déficit de main-d'œuvre. Mais quelque part, si je ne donne pas à mes clients employés ce qu'ils veulent, ben, ils vont aller travailler ailleurs. Puis on ne parle pas beaucoup de tout ça dans les livres agiles. On commence à en parler de plus en plus, de l'équipe agile, tout ça. Mais c'est pourquoi les gens font un projet avec moi? Parce qu'ils en retirent des bénéfices eux aussi. C'est que les bénéfices, c'est pas juste pour les clients. Il faut définir les bénéfices pour l'équipe de projet et les individus. Je suis dédié au développement des personnes. Je suis là pour bâtir le futur avec l'ensemble de mes employés, avec l'intelligence collective. Puis surtout, je suis transparent. Fait qu'on fait pas des cachettes. On peut pas être agile lorsqu'on compte des histoires à nos employés. Les Allemands ont compris ça depuis longtemps. Les syndicats siègent sur les conseils d'administration, c'est-à-dire que tout est clair, tout est transparent. Le mot de la fin, puis après ça, on va essayer de vous parler. Malheureusement, j'ai pris plus de temps que j'aurais voulu, je m'en excuse. Le mot de la fin est le suivant. C'est Claudia qui a dit ça. L'agilité, c'est une qualité d'être. L'agilité, c'est un mouvement. Je suis flexible, je suis capable d'être agile. Si je suis agile, je suis capable de m'adapter. C'est un mouvement, c'est une qualité d'être. C'est pas un exercice de faire. Puis le jour où on commence à utiliser le mot agile comme un nom propre, une méthode, hey, on va faire de l'agile, plutôt que comme un objectif, nous devons être agiles, c'est le jour où on arrête de l'être. Fait que ça, c'est ma conclusion à moi. Le futur est déjà arrivé. En France, il y a des entreprises qui sont très, très agiles, extraordinaires. Puis au Québec, il y a des entreprises qui sont complètement pourries aussi. Et donc, c'est pas une question de pays, ça là, c'est une question de culture d'entreprise, une question d'adéquation entre ce que je fais puis mon environnement d'affaires, puis ma capacité à bouger dans cet environnement d'affaires-là fait que je suis agile. Fait que donc, c'est mon mot de la fin. Je vais arrêter mon partage. Puis là, il ne reste pas beaucoup de questions, peut-être quelques commentaires, mais en tout cas, je vais essayer de répondre à ce que je peux dans 30 secondes. Fait que là, je vais arrêter ça. Excusez-moi. OK. Share screen. Ben là, je l'ai enlevé. Share screen, c'est correct? Tout est beau? Parfait. OK. Fait que moi, j'ai terminé mon boniment. Bah, c'est super parce que tout le monde a bien pu entendre. On va être un petit peu court là pour les questions. Ben, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas laissé de temps. Hein, je vais vous envoyer le document. De toute façon. Là, puis d'accord. Il y avait juste une question très rapide, la plus élevée là. Si la longueur des sprints change, comment est-ce que tu gères la visibilité à long terme? Tu as expliqué ça. Ben, t'as bon, ben, là, et en passant, et en plus, j'ai des gens qui travaillent sur du multiprojet. Des gens qui travaillent sur du multiprojet. Et la longueur du sprint, parce que de garder tout le temps la même longueur de sprint partout, là, ben ça, c'est pas Scrum, ça, là. C'est Extreme Programming. Dans la méthodologie Scrum, c'est pas marqué nulle part qu'il faut que mes sprints aient toutes la même longueur. Hein? Donc, j'adapte au fur et à mesure de ma connaissance. Comme vous dites en amont, comme chez ABB, lorsque j'ai formé les gens, puis je leur disais un Scrum en moyenne un mois, pas un Scrum, un sprint en moyenne un mois. Ils me disaient c'est bien trop court. Puis là, quand je forme les gens, je les forme sur des vrais projets.
Puis là, il y avait des projets qui étaient en début, puis des projets qui étaient en fin de projet. Donc, ils s'en allaient en production. Puis là, ils se sont rendus compte que un mois, c'était trop long. Qu'il n'y avait pas assez d'informations en début de projet pour pouvoir discuter ensemble puis s'ajuster. Puis il s'est rendu compte aussi qu'à la fin de projet, c'était la même affaire. Un mois, c'était trop long parce qu'il y avait tellement de personnes, là, ça pouvait déraper. Et vous savez, l'agilité, là-bas, ce qu'elle essaie de faire, c'est de s'assurer qu'on travaille encore sur le même projet. Donc, moi, ce que je gèle, hein, au bout de la ligne, la seule chose que je gèle, c'est ma date de livraison, OK, d'une phase. Et à partir de là, ben, regarde, tu auras les longueurs que tu veux, sauf que rendu à telle date, ben, il faut que tu aies fini. Hein, c'est un peu l'idée, là. Mais quand même, à l'intérieur de ça, je dis, ben là, c'était un peu. Je ne suis pas capable de voir plus loin. On va planifier une semaine, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on peut faire plus long. Mais je peux vous dire, à la fin du projet, on a le même problème. Il faut qu'on ait des sprints très courts parce qu'il y a beaucoup de personnes. Fait que tu risques un dérapage. On ouvre et on ferme pour être ensemble. Ok. C'est à ça que ça sert. Merci beaucoup, Claude.